décembre 2025, venez vivre le marathon de la rumba. 3 jours de festivités avec au programme des ateliers, des conférences, des masterclass, des expositions et des concerts divers à l'occasion du 4e anniversaire de l'inscription de la rumba sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le marathon de la rumba vous attend, venez nombreux. C'est le ministre Moutiri, qui était ministre du Tourisme, n'est-ce pas oui, Médard. Et il a eu à gérer de manière intérimaire le ministère de la Culture et des Arts. C'est lui qui a boosté le projet. C'est lui qui a convoqué un matin. Il a convoqué l'ambassadeur du Congo-Brazza. Il a convoqué l'ambassadrice de Cuba. Il a convoqué l'ambassadeur de l'Angola. Il dit, cette affaire, c'est votre affaire aussi. J'étais là et j'étais avec Ibongo. N'oublions pas, entre parenthèses, le premier président de la Commission nationale pour l'UNESCO, c'était Ibongo. Parce que d'après les lois, d'après les dispositions juridiques, c'est le musée qui a la paternité, Marie-Laure, qui a la paternité sur le patrimoine national. N'est-ce pas? Et donc, tout naturellement, comme Ibongo était DG des musées, c'est lui qui a géré l'affaire. Et puis, Moutir me prend de côté parce que c'est un ami, je le connais bien, il dit, ah, Bioka, Ibongo n'est pas là, donc je peux le dire. Est-ce qu'Ibongo a Ibo Binarumba? Est-ce qu'Ibongo a Ibo Binarumba? Oui, bien sûr. S'il est mon ami, c'est qu'Ibo Binarumba. Ah bien non, à partir de maintenant, c'est vous qui devenez président. C'était très gênant parce que j'ai dû expliquer à Ibongo le circonstance particulière. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il nous a été demandé, pour des raisons tactiques et stratégiques, de nous allier avec le Congo-Brazza. Donc, nous avons fait un pas de l'autre côté du fleuve et nous avons joint les spécialistes de l'autre côté, dont Fumu, que tout le monde connaît, qui est un passionné de la musique et de la rumba, Akaevi, que vous connaissez, l'ambassadeur Henri Osebi, merci, l'ambassadeur, et ainsi de suite. Et Christian Ndombi, qui nous a beaucoup aidé dans le cadre des investigations sur les deux rives. Et donc nous nous sommes mis ensemble, et donc là, le dossier a été corsé, et donc finalement, nous avons pu avoir gain de cause. Mais ce n'était pas tout, je vais terminer par là. C'est que c'est après que ça se complique. Parce qu'on vous dit très bien, vous avez le label, c'est un label, mais qu'est-ce que vous faites du label? Vous avez le label, inscription, patrimoine mondial de l'humanité, mais qu'est-ce que vous en faites? Entre-temps, j'ouvre une parenthèse, le Cuba nous a fait faux bon. Parce que Cuba a pu aller plus vite que nous et obtenir l'inscription de la rumba cubaine. Parce qu'il y a la rumba cubaine, il y a la rumba même européenne, française, il y a la rumba catalane, exactement. Merci. Voilà. Et l'Angola n'a pas pu prendre part. Je sais qu'après, l'ambassadeur de l'Angola était furieux quand on a proclamé que l'Angola n'était pas là. Mais l'Angola n'avait pas rempli les conditions parce que l'Angola n'avait pas validé la convention 2003 sur la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. J'ai dit à l'ambassadeur, non, monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas en règle. Mais la loi permet que vous vous rattrapiez, qu'au cours des années, si jamais vous avez des éléments nouveaux qui puissent vous faire valoir et donc vous rattraper, à tout moment, l'Angola peut nous rattraper et pourra faire partie de notre équipe. Donc, nous sommes réunis, finalement, avec le Congo-Brazza, les experts, pour faire ce qu'on appelle une feuille de route. La feuille de route disait, c'était au mois d'août 2021, quelques mois avant l'inscription, dès que nous avons l'inscription, qu'est-ce que nous en faisons? Alors, nous avons tracé quelques axes, je vais aller vite. Par exemple, la professionnalisation des métiers de la culture.
par exemple, l'économie de la culture s'agissant de la rumba, par exemple, les circuits pédagogiques, les circuits de promotion, exemple, école de la rumba, par exemple, le laboratoire, non, oui, le laboratoire international, l'observatoire, merci, l'observatoire international de la rumba, parce qu'on s'est rendu compte, dès que la rumba a été proclamée, il y a eu une effervescence à travers le monde. À travers le monde, en commençant par notre pays. Combien de fois nous n'avons pas été comme à Pointe-Noire, on s'est retrouvé avec Sam Mangwana et Mike Amnan là-bas, à Mani, à Goma, avec notre ami Augustin, en Belgique avec Clay, Maungu, et puis Blanchard, qui ont fait des tas de choses, mais aussi avec le Sisiba. Rappelez-vous que le Sisiba avait produit, à la suite de cette inscription, 2 coffrets précieux sur Papa Wemba d'une part et sur Joseph Kabassé d'autre part, sur l'œuvre, mais aussi sur la personnalité, le personnage de Papa Wemba et de... Il y a eu des tas de choses à travers le monde, mais des choses isolées que par le monde. Et d'ailleurs, le but de la création de l'Observatoire était de pouvoir fédérer tout ce qui existait à travers le monde et que l'on pouvait, à qui on pouvait donner une étiquette, un label, au nom de la rumba congolaise. Et puis il y a eu à Kinshasa la Commission nationale. La Commission nationale pour la valorisation de la rumba congolaise que j'ai eu le bonheur de présider à un moment donné avant de passer le flambeau à ma sœur Marie-Laure. Donc je termine en disant que, en fait, c'est à partir du moment où nous avons eu le label que le combat a commencé. Puisque ce sont des intellectuels, à titre presque autonome, qui sont lancés dans la bagarre, sans appui de l'État, disons les choses très clairement. Je me rappelle que nous traversions du Bren le témoin, nous allions à Brazza à nos frais. Nous faisions des réunions à nos frères. Heureusement que Bren nous a prêté son bureau à plusieurs reprises. C'est vrai, pour être honnête, que le ministre Lokunj, à un moment donné, a remboursé une partie de nos frais. Mais ce n'était pas ça, le budget. Je ne dis pas ça pour faire peur à ma successeur. Ça existe, ça, le féminin de successeur. Ça existe, hein? Jean-Pierre. Mais bon, oui. On adopte. Donc, à ma successeur, Marie-Laure, mais nous avons bataillé dur, au point parfois de tomber malade. Et donc, je dis peut-être qu'il est temps que les vieillards que nous sommes puissions laisser la place aux plus jeunes, à Herman, à Jean-Claude, à d'autres encore, pour que véritablement le combat soit poursuivi de manière plus ardue. Plus ardue. Et il y a des projets qui se font. Hier, il y a eu l'inauguration du musée de la rumba. Ce n'est pas le musée de Papa Wemba. Nous avons dit au cours d'une réunion, il faut être sincère, c'est le musée de la rumba. Papa Wemba est certainement un grand. Il est prince, mais au-dessus du prince, il y a un roi. Il y a des rois. Kabassel, c'est un roi. Franco, c'est un roi. Nico, c'est un roi. N'est-ce pas, PPP? Voilà, il acquiesce. Lui, c'est un prince, un grand prince de la rumba et de la guitare. Mais je crois qu'il y a des empereurs de la rumba congolaise. Tous ceux-là ont leur place dans ce musée-là. N'est-ce pas? Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de clivage. Et d'autres choses encore que le musée est en train de faire, mais aussi à Bruxelles. Je sais qu'à Tervuren, il y a un espace de la rumba, n'est-ce pas, Bren? Il y a un espace rumba qui a été créé à Bruxelles et il y a des tas de choses aussi qui se font sur place ici. Je termine sur 3 choses. La première chose, nous sommes un pays en guerre. Et il ne faut pas que la rumba apparaisse comme une sorte de distraction. On nous accuse déjà de beaucoup de choses. Ah, les Congolais là, BMV, BIO,
women and... Voilà. Et donc, il ne faut pas que la rumba apparaisse comme étant un autre ingrédient négatif. Il faut valoriser la rumba dans le bon sens. L'histoire de la rumba a prouvé que c'était un exercice de résistance à travers l'histoire, de résilience à travers l'histoire, d'engagement. Sinon, on n'aurait pas eu indépendant Tchatcha. Sinon, on n'aurait pas eu Mokolona Rokufa. Sinon, on n'aurait pas eu Mabele. Sinon, on n'aurait pas eu patron de Bongo Bajel na meeting, etc., etc. N'est-ce pas? Donc, il faudra que la rumba serve d'euphorisant, d'euphorisant par rapport à notre combat pour la paix. La paix se gagne. La paix se gagne. Et nous avons les armes miraculeuses, comme disait M. Césaire, pour gagner cette paix. La deuxième chose, j'ai coutume de dire, l'art est qu'il y a l'art. L'art, oui, la musique, et qu'il y a ngunda. Et qu'il y a ngunda. L'art va avec l'art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous cessions de faire du diversion pour le diversion. Vous avez certainement été au courant de ça. En février, en février 2024, Jeune Afrique sort un numéro spécial sur les industries culturelles en Afrique, en désignant les 50 champions, les 50 créateurs performants en Afrique, toutes catégories confondues des genres artistiques et de la culture. Il a renouvelé le cas cette année-ci. Des numéros spéciaux consacrés aux industries culturelles en Afrique, où on cite des pays vedettes comme, évidemment, le Nigeria aujourd'hui, l'Afrique du Sud, un peu le Maroc, comment dire, Abidjan, hein, la Côte d'Ivoire. Rien, ça m'a fait mal. Aucune ligne sur la République démocratique du Congo. Rien du tout. Le paradoxe veut que février 2024, c'est au moment où Fali Ipupa a été à Arena. Gros succès. 19 000 places. 3 millions de dollars. J'ai les chiffres, etc. Mais rien. Aucune ligne. Alors il faut se poser la question. Comment nous on fait des tas de choses, mais j'ai l'impression que, soyons sincères, nous faisons des coups de poker. Les coups de poker ne sont pas du business. Calais a fait un coup de poker en 1960 avec Independent Church. Taboulé a fait un coup de poker en 19... Je veux dire des choses graves, pardonnez-moi. Taboulé a fait un coup de poker en 1970 avec Olympia. Abeti de même, et Méné à plus tard, et d'autres encore. Il y a eu des tas de coups de poker. Je pense que des événements hyper médiatiques, méga médiatiques. Mais les événements hyper médiatiques, je reste là-dessus, ce n'est pas du business. Le business, c'est que le mot magique, c'est investir. Il faut investir. Il faut investir. Mais investir, ça veut dire aussi qu'il faut protéger les droits d'auteur. Il y a de telles pertes sur les droits d'auteur qu'on ne récupère pas. Les droits d'auteur. Quand est-ce que, ma foi, mon Dieu, on mettra de l'ordre dans la gestion des droits d'auteur dans ce pays? Ça fait mal. Parce que les droits d'auteur, ce sont les droits humains. C'est la sueur des artistes qui est propagée, qui est, comment dire, vendue, c'est un mauvais mot, et qui en retour est payée dans les proportions qu'il faut.
ministre, j'ai l'habitude de lui dire en face parce que j'ai beaucoup de là. Il faut gagner la bataille des droits d'auteur. Je lui dis, dans ce pays-là, le ministre de la Culture, la consécration, c'est quand il a gagné la bataille des droits d'auteur. C'est là où les artistes l'attendent. Il faut gagner la bataille des droits d'auteur. Il faut venir à Montokinabango. Il y a 2 ou 3 Sokoda. Il y a 2 Soneka. Ça meurt, ça renaît. Il y a 2 Sokoda. Ou 3 Naïbichouti. Il y a 2 Soneka. C'est comme le phénix. Ça meurt, ça renaît sur ses cendres. Mais il faut qu'on mette de l'ordre. J'apprends que l'ordre vient. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de droits. Les droits d'auteur, la politique culturelle, etc. La troisième chose, il faut que nous puissions entrer dans la dynamique de la créativité mondiale. Il faut que nous soyons en connexion avec les majors. Ce qu'on appelle les majors. C'est-à-dire Sony, c'est-à-dire Universal. Maintenant même c'est Canal. N'est-ce pas? Toutes ces plateformes comment dire, puissantes. Beaucoup d'entre ces majors se sont installés, je pense, sur le en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Donc nous devons passer par là. Ce n'est pas toujours d'aller à Arena qui donne les palmes. Parfois, à côté de nous. Donc je termine en disant que, pardonnez-moi la passion avec laquelle j'ai parlé, mais on ne peut pas parler de l'art sans passion. Je vous remercie. Professeur, nous allons vous demander quelques minutes. Peut-être qu'il y a des questions ici. Quelqu'un a une question? Oui, ma question était pour le professeur. Le professeur, d'abord, merci parce que vous avez retracé l'historique pour qu'on revienne à la rumba congolaise qui est inscrite à l'UNESCO. Je vous en remercie. Alors, avec l'Angola, la course, tout ça, la course était rude. Mais vous avez parlé de l'économie culturelle. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Où en sommes-nous? Est-ce que la RDC, aujourd'hui, vous devez en parler plus souvent de l'économie culturelle, mais est-ce que, pourquoi vous n'en parlez pas? Vous ne parlez pas de l'économie culturelle? Vous expliquez l'économie culturelle. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de musique sans l'ikonda. L'art n'a l'art. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Parce qu'aujourd'hui, on a appris, moi j'ai appris personnellement que Accor Arena 3 millions pour Fali. Bientôt Fali Poupa va jouer Stade de France. Ça sera peut-être plus. Mais vous en parlez pas. Parlez-nous-en. On veut savoir. Merci. Oui, mon rôle, ce n'est pas de faire la publicité des musiciens. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'attirer l'attention sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la question que vous posez. Qu'est-ce que c'est l'économie de la culture? Aujourd'hui, on appelle ça l'économie mauve. C'est-à-dire quoi? Je l'ai un peu dit. Il faut que les productions que nous faisons puissent être investies. L'investissement. Cela suppose quoi? Cela suppose que les promoteurs, qu'il y ait une répartition des tâches. Nous sommes dans un pays où tout le monde fait tout. Hein? Je suis chef d'orchestre, je suis préso, je suis impresario, je suis chargé de la communication, moi-même tout ça. Non, il faut répartir les tâches et faire confiance. Il faut professionnaliser les métiers de la culture. Il faut professionnaliser aussi l'apprentissage des métiers de la culture. Nous avons l'INA. L'INA est interpellée. Mais je reviens au fait qu'à l'INA, il y a aussi une section de la gestion culturelle, où on apprend comment gérer les affaires culturelles. Investir, produire, gagner de l'argent, mais investir. Investir à quoi? C'est un écosystème. À un moment donné, il faut qu'on ait des salles convenables
que les privés ont créé. Il faut tout attendre de l'État. Il faut que les privés puissent s'acharner. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Savez-vous que le centre là, le centre culturel et artistique, qui est notre voisin ici, c'est un projet de l'INA. Je voudrais être clair là-dessus. Le centre culturel et artistique qui est sur le boulevard, ainsi que l'INA ensemble, ce site-là, c'est un projet de l'INA. Je suis bien placé pour le faire, vous devinez bien pourquoi. Et donc, la création de ce centre était comme foyer de créativité, foyer de productivité, mais foyer aussi de redevance par rapport à ce qui se faisait. Il faut donc que l'État donne les facilités bancaires, les facilités douanières. Il est difficile pour un homme d'affaires congolais aujourd'hui d'avoir des crédits. C'est très difficile. Quand un Indien ou un Libanais demande un crédit, ben c'est leur banque. Rabobank, c'est leur banque. Equity, c'est à peu près une banque étrangère. Tout à fait. Donc ceux-là qui sont de ces pays-là, qui sont des partenaires, qui demandent des facilités bancaires ou douanières, ils ont. Mais vous ne pouvez pas faire des affaires rien que par des coups de poker. La rentabilité se joue à long terme et en synergie. Il faut que nous ayons le courage de faire des joint ventures. Je m'appelle artiste Herman. Il faut que j'ai parfois l'humilité de travailler avec l'artiste Jean-Claude Diongo. On ne se rend pas compte que l'effort de ces deux, qu'est-ce que ça va produire? On est embourbé dans des querelles inutiles. Quand tu suis les réseaux sociaux là, on se bat pour la couleur d'une chaussure. On se bat pour la couleur d'un cheveu de femme. On se mêle même dans les imbroglios des enfants d'artistes qui n'ont rien créé et qui croient qu'ils ont l'image de leur père. Le génie n'est pas héréditaire. Mais revenons à la culture. Il faut des hommes d'affaires congolais qui se consacrent à l'art et à la culture. Citez-moi un seul homme d'affaires congolais qui a mis son argent dans la promotion culturelle. Peut-être que je suis ignorant, mais citez-moi-en. Qui ça? Oui, ça c'est passé, ça. Je parle du présent. Je parle du présent. C'est vrai que Kwangmangana a été un audacieux, mais il a été rattrapé par la technologie. Au moment où Kwangmangana commande une nouvelle génération de supports, mais il est dépassé. Les supports arrivent à Matadi. Il avait eu des crédits de la Sofidé. Mais les supports arrivent à Matadi. Ici, c'était dépassé. Hein? C'était vidé, on est passé à la cassette. C'était pas sa faute. Mais c'était un homme audacieux. Mais c'est cette audace-là qui nous manque. Et ce sont des institutions comme la Sofidé qui nous manquent aussi. Quelle est cette banque qui va vous donner des crédits aujourd'hui? Voilà un peu ce que je voulais dire. Faire les affaires. L'art va avec l'art. Merci, professeur. Je pense que je ne vais pas vous retenir longtemps, vous êtes resté longtemps là. Je vais parler après le professeur, c'est compliqué. Hein? Il parle tellement bien. Mais, mais je devrais te remercier, chère Marie-Laure. Ce serait une faute de ne pas te remercier. Je connais ta force de frappe. Pas seulement d'ici, mais de partout ailleurs. Je connais ta vision. C'est un mot qu'on aime beaucoup. Et donc, de m'avoir associé à cet exercice, malgré la modestie de mes moyens intellectuels, et malgré ma vieillesse. Quelle humilité! Malgré ma vieillesse. On devrait applaudir tout de même. Hein? Je te remercie, sincèrement. Merci beaucoup, professeur. Merci. Il est toujours là quand on a besoin de lui et ça, c'est extraordinaire. Et je voudrais le remercier aussi parce que prendre le relais après
après un président comme lui qui était là au début de l'histoire, c'est vraiment compliqué. Je pense que notre magicien va attendre un peu que je libère M. Herman qui a une émission après ceci. Il va nous... C'est déjà tard. Oh, désolé. Vous voyez comment toutes ces personnalités aiment la rumba, qu'ils ont attendu depuis longtemps pour parler de ça. Et vraiment, ça mérite des applaudissements. Merci, Madame la Présidente de la Commission nationale chargée de la valorisation de la rumba. Je devais parler de la deuxième génération, plus particulièrement de Jeannot Bombenga, mais j'ai été pris des cours. On ne peut pas parler de deuxième sans parler de la première génération. C'est à 2 jours qu'on m'a ajouté encore cette tâche-là. Mais comme on est aussi des passionnés de la culture, de la rumba, on va essayer de faire. Au moment où nous célébrons le 4e anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO, de l'humanité de l'UNESCO, il est tout à fait indiqué de faire un rappel sur sa genèse en mettant un accent particulier sur son évolution ainsi que sur certains de ses acteurs majeurs. Parler de la première génération, c'est évoquer la génération des pionniers ou des précurseurs qui ont posé la base de la dite musique. La rumba congolaise s'est développée sur les dérives du fleuve Congo, à savoir les villes de Brazzaville et de Kinshasa. L'évolution de la rumba a suivi l'urbanisation de ces 2 capitales, 2 villes cosmopolites regroupant des ressortissants de plusieurs provinces de 2 pays et des étrangers venus principalement de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, tels que les Ghanéens, Béninois, Togolais, Sénégalais, Sierra Leone, Maliens, Guinéens, Centrafricains. À l'époque, les Belges n'avaient pas formé des cadres moyens. Kinshasa est devenue capitale le 1er juin 1923. Mais c'est en 1929, puisqu'on devait construire les infrastructures, qu'effectivement ça a démarré. Mais on avait besoin de cadres. C'est pourquoi tous ces gens-là qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale sont venus travailler à Kinshasa. La musique congolaise moderne, notamment la rumba congolaise, souvent les gens entre la rumba congolaise et la musique congolaise, la rumba congolaise fait partie de la musique congolaise moderne. Mais ce n'est pas totalement la musique congolaise, puisqu'il y a d'autres aspects. Et la rumba congolaise a été influencée par les nouvelles conditions de vie en ville et la rencontre avec de nouveaux éléments culturels. Au commencement, il y avait la musique traditionnelle qui, par courant d'échange avec d'autres genres musicaux, va façonner les caractéristiques essentielles de la musique congolaise moderne en général. Au plan mélodique, rythmique, harmonique, la musique traditionnelle a profondément influencé la musique congolaise à l'instar de Nzango, Zebola, Kebo pour les ressortissants de l'espace Lingala, les Chikumbi, les Maringa, les Wala pour ceux de l'espace Congo, Kikongo. Bon, ça passe. Les répertoires s'inspirent des chants du terroir auxquels se greffent peu à peu des chansons créoles, françaises, sud-américaines, favorisées par l'arrivée des phonogrammes et des disques. Au départ vocal, cette musique s'ornemente d'un accompagnement musical sommaire avec la guitare, les banjos, les mandolines, l'accordéon et les pianos. On cite les premiers embryons de la rumba congolaise
entre la fin de la décennie 20 et le début de la décennie 30, où les premières expressions musicales ont apparu. Milieu décennie 20, on assiste à la création de l'orchestre Liège ou Congo Rumba au quartier Citas dans la commune de Barumbu, composé des Ghanéens, des Sénégalais, des Congolais, des enfants des Congolais Ghanéens, Congolais Sénégalais. Et c'est là où les Ouest-Africains, plus précisément les Ghanéens, nous ont amené les high life. Au milieu de la décennie 20, avant l'avènement de la rumba, c'est la Goya et les Maringa qui faisaient fureur. Avant à Kinshasa, pour danser, on disait Tobina Malinga. C'est après qu'on dit Tobina Rumba. Avant, c'était Maringa. Et Maringa, c'est le dérivé des merengues, qui est un genre musical des Antilles, des 30. À son retour à Brazza, avant de faire Victoria à Brazza, il avait créé les groupes vocaux Bonne Espérance. C'était en 1932. 5 ans plus tard, en 1937, à Kinshasa, on avait Camille Ferrouz, un grand accordéoniste, un grand auteur-compositeur. Mais du côté du Congo central, on avait Manuel d'Oliveira, qui est le grand-père de Pépé Feli. Il avait commencé à Boma Matadi, à 51, il est venu à Kinshasa. Et parmi les faits marquants de la première génération, il y a la création de l'orchestre Victoria Brazza par Paul Kamba. C'était en 1941. Et Paul Kamba n'avait pas de concurrent. Le dérive, c'était lui. Et Wendo était un de ses admirateurs. C'est comme ça, en 1943, Wendo va créer l'orchestre Victoria King. Et à cette époque, Kinshasa comptait plus d'une vingtaine de groupes vocaux qui animaient diverses manifestations comme les deuils, les mariages, les anniversaires, les baptêmes. Et il y a un facteur majeur qui a aussi propulsé la rumba congolaise, c'est la création des maisons d'édition. C'était par des commerçants tout au départ. Il y avait des commerçants grecs et des commerçants belges juifs. Puis les non-juifs ne faisaient pas les commerces. C'était les belges juifs et les grecs qui ont commencé. La toute première maison d'édition, c'est Olympia. Ça a été fondé en 1946 par M. Patou. Il était français. Et M. Fernand Janssens, c'était un ancien militaire belge. Et celui qui était le chef des studios, il s'appelait M. Gert. Et c'est là où on a connu les premiers enregistrements. Et quand on parle de Desaillo, beaucoup de gens ne connaissent pas. Desaillo a été le premier, parmi les premiers des éditions Olympia. Et comme les gens qui ont combattu en 14-18, à Sayo, comme ancien combattant. Donc, on lui a dit Desaillo, c'est comme c'est l'ancien combattant. C'est lui qui a commencé les premiers enregistrements. C'est pourquoi on dit, ah, toi tu es Desaillo, donc tu es un ancien, tu es un précurseur. Et au sein de l'édition Olympia, c'est là où on va voir les Wendo venir, les Boane venir, ils étaient nombreux. Et une année plus tard, Boane va quitter les éditions Olympia pour créer les éditions Ngoma. Et Ngoma a été créé par Papa Nicolas Géronomidis. Il était commerçant grec. Il était avec son frère Alexandre. Au départ, c'était pour, on appelait ça le folklore. Tout ce que nous faisons comme musique, c'était considéré comme le folklore. Mais la force d'Ngoma, c'était quoi? Ils avaient des agences, des installations à travers toute la République. Là où il y avait des commerçants grecs, il allait faire vendre ses produits jusque là-bas. Et il y avait aussi des représentations au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Est et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que notre musique s'est répandue. C'est à travers Ngoma. Et même les gens qui ont vécu à Kinshasa, ils avaient des véhicules qui sillonnaient les avenues pour vendre les disques, pour faire la promotion. Il y a quelqu'un qu'on parle peu. C'est lui qui a façonné la musique congolaise. Il s'appelle Henri Boane. Il a des origines togolaises, Congo de Brazza et Congo d'ici. C'est lui qui a mis en place toutes ces maisons d'édition.
et il y avait Ngoma, c'était lui. Puis c'est déjà en 1948, il roulait à bord d'une voiture Impala, Cadillac. Puis c'est les Congolais. Si tu as un vélo, c'est tu es vraiment un privilégié. Mais lui, comme il était d'origine congolaise, ils étaient considérés comme des Français. Ils pouvaient avoir droit à un véhicule. Mais c'était Messi qui a été auteur-compositeur, guitariste, tourneur, chef de studio. C'est lui qui a donné même le nom de Franco à l'homme. Il avait engagé comme son musicien en 1954. Il faisait des tournées avec lui. Donc, la première génération, c'était vraiment une musique, ce qu'on appelle tradie moderne. Donc, on avait la musique traditionnelle avec des instruments que nous avons empruntés aux Occidentaux. Et ce sont ces gens-là, je citerai les têtes majeures. Vous avez Boane, vous avez Wendo, vous avez Léon Bukasa, vous avez d'Oliveira, vous avez Antoine Mundanda, qui est venu aussi des Brazzaville. Ce sont ces gens-là qui ont posé la base de la rumba congolaise. Donc là, j'ai fait un petit rappel sur la genèse de la première génération. Mais mon sujet, c'est plus celui de Jano Bombenga, que j'avais intitulé, on avait dit Jano Bombenga, témoin. Mais moi, j'ai mis Jano Bombenga, acteur et témoin. Il n'est pas seulement témoin, il est acteur. Donc, il a traversé les temps. Ça fera près de 70 ans qu'il est là, qu'il est actif. Malgré le poids de l'âge, il continue à nous aiguiller. Je voudrais tout d'abord dire, pour ma part, Jano Bombenga, c'est un acteur car il a beaucoup contribué à l'émergence et au rayonnement de cette musique, tant sur les plans local qu'international. Certes, il est le seul musicien congolais qui a franchi les caps de plus de 90 ans. Et il fait également partie des cercles restreints des grands auteurs-compositeurs les plus prolifiques, à l'instar de Franco, Ruchiro, Simaro, Franco Bukaka, Pamelo Muka, pour ne citer que cela. Il a bercé les mélomanes avec des œuvres d'anthologie comme Mado, Naluki Otro Elodie, Léa, Simone, Mobala Mbouke, Bébé Najano, etc. Jano Bombenga est actuellement le doyen des musiciens des deux rives du fleuve Congo. À plus de 90 ans, il est toujours actif malgré le poids de l'âge et dirige des mains de maître son orchestre Vox Africa, l'un des plus vieux orchestres d'Afrique. Grand auteur, compositeur et arrangeur, Jano Bombenga est un poète doublé de grands mélodistes qui a gratifié les mélomanes de la rumba congolaise de plusieurs chansons qui sont devenues des standards de la rumba congolaise. En premier lieu, je vais brosser son itinéraire musical, tout en épinglant certaines de ses œuvres majeures qui sont devenues des intemporels de la rumba. Jano Bombenga est né en le 25 août 1934 à Wenga, territoire de Bolomba, dans le district de Bassan-Koussou, dans la province de l'Équateur. Il débarque à l'âge de 10 ans à Léopoldville avec son père et fréquente l'école primaire Léodé. Suite à l'affectation de son père à Coquillatville, le jeune Jano Bombenga poursuit durant 4 ans ses études au groupe scolaire de la dite ville où il obtient son certificat d'études moyennes. Embrassant la vie professionnelle, il est recruté comme clerc dans l'Office congolais des transports, ancien Otraco, qui est devenu Société congolaise des transports et des ports. Et plus tard, il deviendra Otraco, ONATRA, Office national des transports. Merci Diedo. Et là, il était batelier. Batelier, c'est quelqu'un, il y avait des bateaux qui avaient beaucoup de barges. Un batelier gérait une barge. Après, il deviendra deuxième capitaine. C'est au cours d'un voyage d'Afrique en jazz qui allait à Kisangani. Et c'est là où il va rencontrer Grand Calais. Il était là, il a trouvé des tumultes, il voyait des gens
Il y avait une ambiance inhabituelle. Lorsqu'il descend, il croise les grands Calais. C'est là qu'il va dire, moi aussi j'écris des chansons, et c'est dessus. Calais dit, bon, il n'y a pas de problème. Au retour, on va se voir. En 1957, il est devenu les Nègres. Il y avait lui, il y avait Rochero, les deux qui donnaient des chansons à Grand Calais. Mais il a abandonné son boulot sans qu'on puisse les recruter à African Jazz. Et vous vous rendrez compte, depuis 1953 jusqu'à 1959, Grand Calais, c'était un chanteur soliste. Il ne chantait pas avec 2-3 personnes. Il chantait seul. Il y avait son guitariste, Desho Mamba, et Iséide les maracassis qui faisaient les chœurs avec lui. Donc il n'avait pas besoin d'avoir 2-3 personnes à côté de lui. C'est à 1959 qu'il va recruter Rochero. Il va faire la chanson Kélia. Mais Jeannot Bombenga n'est pas pris. Mais il continue toujours à donner les chansons. Et lorsqu'ils sont partis à la table ronde, Rochero est resté. Ils sont allés à l'orchestre Jazz Africain. Jazz Africain a été créé par Edo Lotula, Clary. Et là-bas, tu as les Franklin Bukaka, tu as Jeannot, tu as Rochero, tu as Casino Mouti pour les petits frères de Troué Mukuna, tu as Damoiseau, et ils étaient nombreux. Et au sein des jazz africains, ils ont fait des travaux. Au retour de la table ronde, Rochero a rejoint Nico. Nico avait fait la fronde, il avait créé l'aile Nico. Et il y a Franklin Bukaka qui est rentré à Brazzaville. C'est là en 1962, Jeannot Bombenga va créer son orchestre Vox Afrique. Il va faire appel à Franklin Bukaka, à Damoiseau, à Mathieu Kouka, à Casino Moutipule, à Bejos, et ils vont créer l'orchestre Vox Afrique. Et Vox Afrique, à l'époque, Calais n'avait plus d'orchestre. Et il n'avait plus d'orchestre. Une année plus tard, en 1963, les Rocheros sont partis avec Nico Deschotou. Les vieux n'avaient plus d'orchestre. Et Jeannot Bombenga est parti avec les instruments du Grand Calais à l'est. Donc il faisait les tournées à Bukavu, à Goma, au Rwanda, Ouganda, tout et tout. Et quand les vieux rentraient, et Papa Noël, qui quitte Bantou de la capitale, n'avait plus d'orchestre. Il prend Papa Noël, il va récupérer tout l'orchestre Vox Africa. C'est Vox Africa, mais il chante seulement des noms des patrons. Mais tous les musiciens sont les musiciens de Jeannot Bombenga. Et il va prendre tous ces musiciens-là, il va remonter l'orchestre African Jazz. Là, c'était en 1963. Et il avait fait une chanson à l'honneur des princes Rwakasore IV. Il est mort presque comme Lumumba. Il était Premier ministre, 3 mois après on l'avait assassiné. Et Jeannot Bombenga l'avait immortalisé. Et dès qu'il croise Grand Calais, il dit non, on va mettre Lumumba. Et il change le titre, il met Uhuru, Patrice Emery, Lumumba. C'était au départ destiné au prince. Et Jeannot Bombenga va rester jusqu'à 67 avec Grand Calais. Il va donner des chansons, il va aussi faire des chansons d'anthologie. Mais suite toujours à une mauvaise gestion financière, il va quitter Grand Calais pour remonter Vox Afrique. Et c'est Jeannot Bombenga qui va vraiment faire l'apogée, faire connaître au grand public Sam Mangwana. Puis Sam a commencé avec African Fiesta 64, il est parti à Brazza. Ils ont fait Los Bachicha, il a fait les Tembo. Lorsqu'il est rentré, c'est Jeannot Bombenga, avec les chansons Mado, avec les Congo Nouveau Afrique Nouvelle, avec Mobala Mbouke. C'est là où Jeannot était ça, le grand public va les connaître. Et quelques temps après, Sam va quitter pour rejoindre Rochero. Il ne va pas tarder sur Rochero, ils vont faire le festival de Makiza. Il y a Tessa aussi qui va quitter et le vieux Jeannot va rester comme ça. Quelques années après, il a abandonné. Il s'est lancé dans les affaires. Mais il y a ce que les gens ne savent pas, Jeannot a une grande capacité d'improvisation. En 67, Mobutu avait pris le pouvoir. Il voulait faire les États-Unis d'Afrique centrale. C'est pourquoi vous avez d'avenir Bokassa et Tombaliba, les gens ne savent pas.
Donc le Tchad, la République centrafricaine devait se réunir à une confédération. Et lors de ces périples-là, Mobutu avait mené Jeannot Bombenga. Ils sont partis, ils ont joué chez Bokassa. Au stade du Tchad, Jeannot a improvisé une chanson dans la langue locale qu'il a jouée en plein stade. Et c'était la grande satisfaction des deux présidents. Et en plus de ça, Jeannot Bombenga avait fait la campagne de Kenneth Kaunda. Donc il a fait la même manière. Il a traduit une chanson de campagne en anglais. Ils ont fait de Ndola jusqu'à Livingstone. Donc ils ont traversé du nord jusqu'au sud avec les présidents dans sa campagne. Et Jeannot aussi a été nationaliste. Il a fait des chansons comme Congo Nouveau, Afrique Nouvelle. Il avait aussi fait 67 Mboula sacrifices. Quand Mobutu avait pris le pouvoir, il demandait aux gens de faire des sacrifices pour que le lendemain soit meilleur. Donc après, quand il a abandonné, en 82, il avait rejoint Taboulé. Et à l'époque, il y avait aussi des Damoiseaux, il y avait des Nico, mais comme aussi étaient ses collègues, il était aussi patron. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous vous traitez comme des petits, ça n'a pas tenu, et il avait abandonné. C'est en 2000 qu'il va reprendre Vox Africa, et jusqu'à présent, nous sommes avec lui. Malgré les poids de l'âge, il continue à vaquer, à diriger son orchestre Vox Africa. Donc chez nous, on devait rendre des honneurs dignes de son rang. Il n'a pas été reconnu à juste valeur. Il a fait plus d'une centaine de chansons d'anthologie et toutes ces chansons étaient des hits. Aujourd'hui, on a honoré Célia Cruz avant qu'elle meure, on a honoré Pacheco. Moi, je crois qu'il y a une organisation. Demain, on va aussi honorer Jeannot Bombenga. C'est vraiment une icône. C'est qu'on dit une légende vivante. Merci beaucoup. Faute de temps, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci au premier vice-président de la Commission nationale chargée de la valorisation de la rumba. Merci, M. Raymond. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, mais vraiment rapidement. Parce que je vois que notre magicien s'impatiente. Il a des choses à dire. S'il n'y en a pas, on passe. Merci beaucoup, moi c'est M. Étoile. Je suis très content et très ému surtout de voir M. Manouakou Wakou. C'est la première fois que je vous vois et je suis très très content franchement. Alors, je voulais poser ceci comme question à M. Herman. Comment on fait la différence parmi les, disons, lorsqu'on parle des générations dans la musique, qu'est-ce qui constitue comme élément de démarcation des générations par rapport à la musique congolaise? Merci. Avant, tout à l'heure, on essayait d'échanger avec les profs. Moi, je crois que c'est le rôle aussi de la commission. Okay, puisque la rumba congolaise n'a jamais été codifiée. Même la définition, c'est d'autres personnes qui nous donnent la définition de la rumba. Et j'ai dit tout à l'heure, les précurseurs, c'était j'ai parlé des groupes vocaux. C'était vraiment des groupes tradis modernes. Il y a, à part les... Bon, tout à l'heure, je disais, la première génération, c'était vraiment une musique d'improvisation, tirée des musiques traditionnelles. Et on a ajouté des instruments modernes, comme j'ai cité, la guitare et tout et tout. Et la deuxième génération, c'est là où notre musique s'est structurée. Même, ça devient vraiment des orchestres. Ça devient des orchestres avec des instruments modernes, avec même l'amplification des instruments. Et c'est là où vraiment nous sommes alignés aux normes mondiales des orchestres. Puisque vous verrez, maintenant, nous avons plusieurs sections. Vous trouvez dans un orchestre, il y a la section chant, il y a la section instrument avant, il y a la section percussion, et il y a la section instrument à cordes, comme guitare. Et c'est ça la différence. Les autres, c'était vraiment une musique d'instinct, d'inspiration. On est là, on est 15, toi tu joues les patengues, moi je vais jouer les grelots, lui il joue. Donc, ensemble comme ça. Il n'y avait pas d'orchestration au vrai sens du mot.
Mais avec l'avènement d'African Jazz, nous avons aligné notre musique aux normes internationales. Mais quand il s'agit de troisième génération, je ne sais pas, les magiciens là, ils ont abandonné les instruments avant. Ils ont mis, vous verrez les chansons de deuxième génération, les métronomes, c'est les tam-tams. Il n'y a pas la batterie. Si tu joues la batterie d'instrument manzanza, makelele, tu vois, c'est les tam-tams qui tiennent les rythmes. Maintenant, avec la troisième génération, nous n'avons pas d'instrument à souffle avant, et c'est la batterie qui est le métronome, qui mène les rythmes. Et les rythmes aussi deviennent plus saccadés par rapport au rythme de la deuxième génération. Et quand tu prends ça c'est la troisième génération. Quand tu prends la quatrième génération, on a plus de mabanga, on a des atalaku qui devient plus important même que certains chanteurs. Hein, c'est vraiment, il devient un acteur majeur. Et j'ai parlé avec les profs Yoka, c'est parmi les missions de la commission, les experts doivent se réunir pour codifier et dire la définition de la rumba, c'est quoi. Les écoles, nous avons les écoles Fiesta, c'est plus établi sur la musique afro-cubaine. L'école Odemba, c'est plus que la musique du terroir qu'on a cubanisée. Les autres, c'est la musique cubaine qu'on a congolisée. Il y a deux démarches dans ce sens transversal. Donc, c'est vraiment un sujet ouvert parmi les experts. Il faut qu'on se mette, qu'on essaye de codifier, que nous ayons le même entendement. Puis, si nous sommes 5, 10, chacun va dire de sa façon. Ah oui. Il y a une chose. Moi, je fréquente les studios. Je viens, quelqu'un qui a fait des enregistrements avec des tambours grelot, il remplace ça avec des big makers. Et si tu sais chanter, tu sais programmer toi-même, tu n'as pas besoin d'un soliste, tu n'as pas besoin de batteur, tu n'as pas besoin de percussionniste, tu n'as rien. Donc, tous ces métiers-là tendent à disparaître. Ça aussi, ce sont des sujets qu'il faut. Oui, tu as tout dans une boîte. Et les musiciens, qu'est-ce que les gens qui sortent de l'ENA, que les profs Michel Faure, quel est leur sort, quel est leur avenir? Et tout ça, ce sont des sujets au sein de la commission. On peut toujours... Ah, tout à fait, mais... Demandez la parole. Là, vous êtes en train de faire un échange. Demandez la parole. J'avais donné la parole à quelqu'un ici avant vous. C'est pour ça que je vais vous donner le micro après. Merci. C'est Lokwa André, chef de section musicologie au Musée national de la RDC. Ma question est celle-ci. Il y a combien de générations? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on connaît la première génération, comme l'orateur nous a expliqué, la deuxième génération, ceux qui ont commencé ça, la troisième, là c'est clair, la quatrième. Maintenant, après ça, c'est là où il y a un problème. Nous avons combien de générations? Et qui commence après la quatrième génération? Merci. Bon, au fait, ce débat-là. Ouais, au fait, ce n'est pas la génération ici n'est pas chronologique. C'est pas une génération d'âge. Tu verras Madilou qui a l'âge de Pépé, peut-être de Pépé Félé consort, il joue dans la deuxième. C'est pas chronologique. J'ai parlé au départ. Il y a la musique presque tradie moderne, où il y a la musique du terroir avec des instruments rudimentaires non amplifiés. Et là, c'est clair. C'est le wendo, c'était comme des griots. On a vu les gobis de la France se promener avec sa guitare jouer. Ça, c'est la première génération. Mais la deuxième génération, c'est clair que c'est vraiment des orchestres qui ont tous les compartiments, avec des arrangements modernes comme les Américains, comme les Cubains, comme et tout et tout. Et j'ai parlé de troisième. La différence entre troisième et deuxième, ils ont abandonné les instruments à souffle avant. Et ils ont mis l'accent plus sur la batterie. Et ils ont accéléré la cadence. C'est trois, ça peut être beaucoup, ça peut être suffisant ou n'est pas suffisant, c'est quelques éléments. Et j'ai parlé des quatrièmes, avec les atalaku, avec les animations, avec les mabanga, il y a vraiment une rupture. Mais de Wenge jusqu'à Héritier, c'est la même musique. Je n'ai pas dit sur le chronologique, âge tel, je n'ai pas mis la différence sur ça. Et ce n'est pas fermé. On peut toujours continuer la réflexion pour voir comment on peut définir les générations. Donc,
Je donne seulement quelques éléments indicatifs. Il y a 4. Puisque ce qu'Héritier joue, c'est ce qu'il joue avec Werason. Donc il n'y a rien d'ajouté, il n'y a rien. Ça fait débat. Ouais, merci beaucoup, mais je crois que ça fait débat. Je voudrais justement contribuer en ce qui concerne les générations. Si on doit citer par exemple la première génération, c'est la génération de Windows qui était pratiquement des griots. Les Adoué Lenga et tout ça, c'était des griots, des gens qui évoluaient avec leur guitare acoustique et tout ça. Et puis il y a eu la deuxième génération, Calais, Jeff, les Franco, Taboulé et tout ça, et qui ont amené évidemment leur façon de chanter. On a ajouté d'autres personnes. Des orchestres sont nés avec la deuxième génération. La troisième génération avec Zaïko qui a supprimé la partie cuivre. Et c'est Zaïko qui a amené les cris. Hein? C'est Zaïko qui a amené les cris dans notre musique. Les animations, c'était Zaïko. S'il vous plaît, est-ce que c'est une contribution? Mais on est d'accord, il est là. C'est Zaïko qui a supprimé les instruments avant dans notre musique. Zaïko a amené un autre style, même le battement, tout ça, la cadence, Zaïko. Un peu la quatrième génération avec Wenge qui était sur les traces de Zaïko qui a contribué à la naissance d'autres styles de musique comme celle de Papa Wemba dans Viva la Musica, les Victoria et tout ça. Et Wenge est venu avec, sur les traces de Zaïko et des autres orchestres que j'ai cités ici, avec une façon de vivre. Ils ont parlé de bon chic, bon genre. C'est-à-dire que, outre la musique, l'accoutrement constamment, et ça c'est la quatrième génération, moi je peux parler de la cinquième génération aujourd'hui. Avec l'émergence de Fali, c'est la génération qui, outre les sonorités locales, amène des sonorités diverses de l'étranger et tout ça. C'est-à-dire que cette génération qui vraiment internationalise notre musique. Merci. Bon, Diedo, je vais parler de 2 points. Monsieur Herman, je pense que si on rentre dans ce débat, on n'aura jamais fini. Rapidement, je pense que vraiment, il faut qu'on arrête. Sinon, les animations ne commencent pas avec Zaïko. Quand tu vois Maboko Likolo, avec les d'Olivera, déjà avec les Paul Mwanga, il y avait l'animation. C'est comme dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand tu parles de musique urbaine, les Rochereaux ont joué du jazz, ils ont joué tout. Donc, ils ont incorporé. Aujourd'hui, il n'y a pas une nouveauté. C'est vraiment... Les Rochereaux ont fait des jazz, ils ont fait la musique qui vient devant, ils ont ajouté tous les genres musicaux. Si vous écoutez ce qui est passé... Monsieur Herman, merci. Parce que ça devient merci, un long débat. Il y aura d'autres occasions. Merci beaucoup. Excusez-moi de couper, mais sinon on ne va pas y arriver. C'est un grand débat. Merci beaucoup pour vos contributions. Nous allons appeler le magicien. Là-bas, comme vous voulez. Merci. C'est gentil de comprendre. Merci beaucoup. Le magicien de la guitare, Monsieur Pepe Feli Manoakou. Applaudissons quand même à Outi Musika et à Kilobi. Il a pris le temps d'attendre les autres intervenants pour pouvoir nous parler de la transmission et bien d'autres choses dont il voudra dire. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je pense que le prof Yoka et M. Herman viennent de nous brosser les grandes lignes. Donc, je vais éviter les répétitions. Mais on ne peut pas parler d'une chose sans commencer par la genèse. La genèse, c'est la formation. C'est le premier pilier. Mais quand on a acquis dans la formation, il faut produire. C'est le deuxième pilier. Et quand on a produit, ça ne s'arrête pas là. Il faut... Non. Apprendre, on a fini l'apprentissage, il faut créer. Et quand on a fini de créer, il faut produire. Et après la production, il faut diffuser. Nous nous retrouvons avec 4 piliers. Ça veut dire qu'il faut construire l'industrie musicale. Il faut construire l'industrie culturelle. Et dans cette industrie-là, on va dégager toutes les spécialités dans des diverses branches et qui vont apporter la dynamique qui va mettre vraiment dans l'orbite qu'il faut cette rumba congolaise. Et on pourra vraiment bien commercialiser
et faire le business là où il faut le faire, parce qu'on va avoir les spécialistes dans la diffusion et qui englobe aussi les médias. Parce que les médias et le marketing, c'est le même pilier. Je pense que c'est par là qu'on devra plus orienter notre attention et nos énergies et développer cette structure-là. Autrement, nous allons continuer à faire du surplace comme on le fait d'habitude. Donc on doit essayer d'évoluer. Parce que quand je regarde le titre Marathon de la Rumba, ça veut dire qu'on doit prendre un autre élan, un nouveau élan qui va nous propulser aussi dans l'orbite qui nous est destinée. Alors, quand j'observe cette rumba, j'ai l'impression que nous nous limitons. La rumba a plusieurs facettes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La rumba a plusieurs facettes. Mais j'ai l'impression que nous n'exploitons qu'un seul maillon. Mais alors c'est triste. Avec le nombre d'ethnies qu'on a ici au Congo, on en compte combien à peu près? 400 combien? Alors, prenons les 450 musiques traditionnelles tout autour. Ça veut dire que la rumba est le socle. C'est le socle qu'on appelle la rumba. C'est notre socle de toutes ces musiques. Donc nous avons une grande palette à pouvoir exploiter. Mais nous nous sommes limités peut-être à la cadence de l'équateur actuellement. Je ne mâche pas les mots. Et on est cantonné là. Alors qu'on peut aussi explorer la cadence du Katanga ou bien la cadence du Bas-Congo. Dans un album, quand on fait un album, il faut diversifier tous ces genres-là, toutes ces musiques-là. Et puis, j'aime bien la direction de mon frère Gabriel. Parce que le jazz est la seule musique qui met tout le monde en accord. Les fragments de jazz, on peut les retrouver dans n'importe quel genre de musique. Alors là, j'interpelle plus la jeunesse qui arrive dans le métier de cerner et de comprendre que nous avons une grande richesse avec nos musiques traditionnelles. Ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. On a tout ici. Moi, la personne qui m'avait ouvert les yeux et les oreilles, c'est le défunt vieux Simbar. Il avait beaucoup joué le jazz, hein, les standards, tout ça. Mais à un moment, il s'est arrêté, il s'est mis à explorer nos musiques traditionnelles. Et le vieux m'avait dit qu'il passait vraiment bêtement son temps à aller fouiner ailleurs, alors qu'ici, il y a tout. Il y a tout. On a tout. Même au niveau de battement de musique, on se limite seulement sur le 4 quarts et le 2 quarts. Alors que le 3 quarts, ça existe aussi. Le 5 aussi, le 6, le 8, le 12. Hein, on peut exploiter tout ça. Mais on se limite sur... Je ne sais pas si c'est la facilité. Hein. Alors moi, je pense que le moment est venu pour qu'on puisse se réveiller. Parce que depuis l'inscription de cette rumba, si nous ne nous réveillons pas, nous ne nous mettons pas à fond à travailler, à creuser en nous-mêmes, ne soyons pas étonnés, demain, c'est l'homme blanc qui viendra nous apprendre notre propre musique. Et quand on parle de la rumba, ce n'est pas le synthétiseur, je m'excuse, c'est la guitare. On ne peut pas parler de la rumba sans guitare. Alors, ce n'est pas pour contredire mon frère Herman. Les bons arrangements, on peut le faire aussi avec une seule guitare. Hein. On fait un arrangement solide. Parce que moi, j'ai eu assisté à un concert d'Elton John, seul au piano. Il avait joué tout son répertoire. À l'endroit où les cuivres jouaient, il jouait la partition des cuivres sur son piano. Et la guitare, il prenait aussi la phrase sur le piano, et puis la voix, il se remettait à chanter.
tout le concert solo, seul. Donc, on accuse Zaïko d'avoir abandonné. Non, non, je dois être franc et clair. Nous n'avions pas la capacité d'utiliser les cuivres. Quand Papa Poto et Maman Poto nous avaient remis le premier équipement de musique, on avait des trompettes, des saxophones, des trombones, tout ce qu'il faut. Et on avait fait venir les étudiants du conservatoire, à l'époque c'était à côté ici de Pont-Cabu. Mais de nous tous, personne n'avait la connaissance du solfège et de l'utilisation des instruments avant. Et les jeunes gens, ils étaient arrivés, mais ils connaissaient bien leurs instruments, mais comme il n'y avait pas de partition, ils savaient quoi placer sur ce qu'on jouait. C'est pour cette raison-là qu'on avait désarmé. C'est pas qu'on avait évacué ça, non, on n'avait pas les capacités. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je peux faire intervenir la section de cuivre dans mes arrangements. De toutes les façons, dans les arrangements qu'on faisait dans Zaïko, moi, je remplissais le rôle aussi de cuivre. Par exemple, dans la chanson Conseil, quand je fais la riff, pam, 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 c'est les cuivres qui peuvent jouer ça. Mais le fait qu'on n'en avait pas, j'étais obligé de le faire à la guitare. Alors, qu'est-ce que j'allais encore rajouter dessus? Moi, je pense que on doit refonder notre industrie musicale, notre industrie culturelle, pour bien promouvoir le nécessaire qu'il faut et encadrer chaque branche, et qu'il y ait une complémentarité aussi dans la chaîne de cette production. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Pépé Feli Manouakouakou. Merci beaucoup pour votre contribution. Je prends la parole parce que la directrice s'est déplacée. Nous allons à présent prendre quelques questions dans le public s'il y en a. Je vais commencer, on va peut-être prendre 4 questions maximum puisqu'on court derrière le temps maintenant. Je commence par ici avec Monsieur Étoile, c'est bien ça? Merci beaucoup, Monsieur Pépé. Comme je le disais tantôt, je suis très content et très ému de vous voir. Et je remercie aussi la commission qui s'occupe de la rumba pour cette belle initiative. J'aurais bien voulu connaître beaucoup d'étudiants de l'INA ici, mais malheureusement, ils n'en ont pas profité. J'espère que les images vont rester sur la page de la commission pour que les gens viennent puiser tout ce qui a été dit ici. Alors, papa, oui, mais l'effectif n'est pas assez fameux. Alors, je voulais poser ceci comme question à Papa Feli, Papa Manouakou. Vous venez de dire tout de suite là qu'on ne peut pas parler de la rumba sans la guitare. Parlons de votre propre guitare. Pensez-vous un jour léguer cette guitare au musée de la rumba, pourquoi pas, ou vendre ça au pays pour que les générations à venir viennent apprendre ce qu'a été Pépé Manouakou? Ça, c'était ma première question. Pensez-vous aussi ouvrir une école où les futurs artistes et musiciens viendront apprendre la guitare? Ce sont là les deux petites questions que j'avais à vous poser. Merci beaucoup. J'ai plusieurs guitares, alors je ne sais pas laquelle je pourrais léguer à la nation congolaise. Mais dans mes idées, moi je pense peut-être que c'est la double manche. Parce que la double manche a une histoire derrière. Parce que c'est une Ibanaise. Et quand cette guitare a été fabriquée, il y a eu un procès entre Ibanez et Les Paul, Gibson. Parce que la forme est textuellement, c'est la même forme. Et c'est Les Paul qui avait gagné le procès et c'était interdit. Et cette production s'était limitée à 5 pièces seulement. Et moi, je détiens une de ces 5 pièces. Je l'avais acheté en 1976. Je crois que d'autres n'étaient pas encore nés. Hein? Peut-être celle-là, je peux léguer à la nation. Et que, en tout cas, là, je vais être strict que la nation en fasse bon usage. Hein?
Mais je ne l'ai pas amené. Hein. Je l'ai en Suisse. Et pour la deuxième partie de la question, l'école. L'école. Ah, là, vous réveillez le vieux démon. Hein. Je me permets de le dire parce que même ici dans la salle, il y a des personnes qui avaient assisté à l'inauguration de l'école que j'avais implantée à Livoulou, qui a été saccagée, pillée, matériel brûlé. Mon avocat avait monté le dossier. Jusqu'à ce jour, l'État congolais me doit. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça peut encore me motiver de refaire? Je ne sais pas. Mais bon, je crois que je peux refaire. Nous avons... Parce que j'aime la musique. Nous avons une question ici. Merci. José Willy Lombala, éditeur, promoteur, CEO de cabinet Joselo Contact Production. Eh bien, je suis content de revoir mon vieux, mon ami, Pépé Feli, les magiciens. Je vous demande encore d'applaudir. Merci. Eh bien oui, voilà ma petite question ici. L'histoire nous enseigne que souvent les artistes cessent de jouer, d'être actifs sur le terrain, sur les scènes, que lorsque le maire. Mais je ne comprends pas pour la première fois que nous avons un grand artiste, disons le cas de Dr Nico, Franco Luambo les sorciers, ils ont cessé de jouer que lorsqu'il y a eu la mort. Mais je me pose la question de savoir comment Pépé Feli Manoakou est encore en vie, mais il y a cessation des activités. Bien que quelque part là vous m'avez soufflé que vous exercez ailleurs, hors Kinshasa, hors Congo, hors l'Afrique, mais ici, au pays, la nation qui t'a vu naître, grandir, jouer, faire des merveilles, pourquoi vous avez cessé de jouer? Vous êtes encore très jeune. Vous n'êtes pas comme les vieux Bombenga, mais qui ont joué. Donc voilà le souci. Donc veuillez un peu nous dire pourquoi vous avez cessé de jouer à Kinshasa, au Congo, en Afrique. Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et puis, il faut être conséquent dans la vie. Moi, j'ai choisi plutôt une autre orientation que de me retrouver tout le temps sur scène. J'ai préféré faire la transmission, commencer à encadrer et orienter et à donner des conseils à la jeunesse qui arrive dans le métier. J'aime pas quand c'est trop près, ça sature, c'est pas bon. Vous entendez quand même, non? Ouais. Parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas être sur scène et enseigner et faire aussi des sessions. J'ai mon studio à la maison chez moi en Suisse. Je reçois des sessions, je travaille, on me demande des choses. Et je le fais, je propose. Une fois que c'est bon, j'expédie avec le WeTransfer la piste que j'ai travaillée, et puis un compte bancaire, et puis il me vire mes sous, et puis voilà. Et puis, il y a un phénomène peut-être qui a modifié aussi les choses dans ce monde. La fameuse pandémie qu'on a connue, qu'on a vécue là, ça nous a créé un nouveau truc, une nouvelle possibilité. Le télétravail. Ça veut dire que moi, je travaille en télétravail. Je travaille de chez moi à la maison. Je donne des cours et je fais des sessions en studio, tout ça, et puis j'envoie la piste. Je n'ai même pas besoin de payer le billet et de me rendre peut-être aux États-Unis ou bien, je ne sais pas, en Finlande ou en Australie. Non, il n'y a plus besoin. La planète est devenue un petit village. Hein? Donc, je suis actif. Hein? Peut-être que ce qu'il me faut, c'est d'avoir un bon communicant qui va se mettre à parler de tout ce que je fais. Les images, les vidéos et puis les textes. Peut-être que là, ceux qui s'intéressent à moi auront toujours le fil d'idées de tout ce que je fais. Est-ce que ça va pour la réponse? J'ai pas l'impression. Hein? Pourquoi? Mais
Jouer. Mais oui, je joue. Je joue. Dernièrement, j'étais à Bruxelles avec sur le podium. C'était un concept que j'ai bien apprécié parce que c'est tout nouveau. Ce concept a fait de moi un conférencier. Je parle sur la musique congolaise, je parle sur les pionniers, je parle sur les guitaristes et les maîtres alors. Même les choses, certaines anecdotes que les gens ne connaissent pas. Et moi j'ai fouillé, j'ai fait des recherches et j'en parle. Et c'était très très intéressant et le public était très content. C'était sous la direction de M. Jean-Pierre Eyalé, celui qui était le maître de la cérémonie. Ça s'appelle Sur le podium. Et c'est ça qui m'a fait venir aussi ici à Kinshasa. Si je suis en face de vous, c'est grâce à ça. Donc l'impact que cette conférence a produit a fait que le concept puisse continuer, mais avec d'autres dimensions. Parce que là, à Bruxelles, j'ai travaillé avec des musiciens avec qui je n'ai jamais joué. On ne s'était même pas vu avant. Ils étaient là, j'ai fait appel à quelques guitaristes, d'autres, certains je ne les connaissais même pas. On s'est vu le même jour-là, et puis bon, dans la conférence, les gens demandaient des chansons, et puis on s'est mis à jouer. On a joué comme ça, c'était vraiment une improvisation réussie. On avait réussi cette improvisation. Donc je continue à jouer. Donc on peut changer aussi la façon de jouer, parce que là, comment dire ça? C'était pas une production où on doit bouger les loquettes ou quoi, non. C'était une production un peu intellectuelle, hein? Quelque chose qui élève le niveau de compréhension et tout. Je minimise pas les autres. Hein? Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Monsieur Dieudonné de la RTNC. Je vous prierai d'être vraiment très bref, puisque nous n'avons presque plus de temps. Alors, Pépé Félix Manouakou, oui, non, ma première intervention était une contribution, mais là je pose des questions. Non, pas du tout. Bon, à une certaine époque, vous avez amené le banjo dans la musique. Non, c'était pas le banjo, bouzouki, guitare grecque. Oui, voilà, excusez-moi, ça ressemble un peu au banjo. Pourquoi vous l'avez abandonné le projet? Ça, c'est de 1, de 2. Je n'ai pas été convaincu par votre réaction tout à l'heure en ce qui concerne la suppression de la section cuivre dans Zaïko. Vous avez parlé de l'ignorance du solfège pour les instruments à cuivre. Pourtant, c'est ce que vous avez dit, vous n'aviez aucune notion de solfège. Pourtant, le solfège n'intervient pas seulement dans les instruments avant. Vous jouiez à l'époque pratiquement à merveille à la guitare. Hein? Vous avez convaincu tout le monde. Vous ne me direz pas que vous ignoriez le solfège pour la guitare. Ouais, je ne sais pas. Alors, oui, justement. Quand je me suis permis de dire ça, ça veut dire que nous n'avions pas de notion. Moi, personnellement, je ne savais même pas qu'il existait de trompettes à si bémol. Est-ce que vous le savez? Trompette à si bémol, vous le savez que ça existe? Mais non, mais justement. Vous le savez? Non. Et alors, comment peut-on écrire une partition pour une trompette à si bémol si on n'a pas la... Ma question est celle-ci. N'était-ce pas... S'il vous plaît, justement, j'allais venir à la question. C'est très scientifique. Oui, hein, alors. mais évidemment, c'est normal. Ma question est celle-ci. N'était-ce pas un manque de volonté de pouvoir amener la section cuivre dans ça? Parce qu'il y avait quand même des gens qui jouaient, qui jouaient aux instruments avant, dans des orchestres qui vous ont précédé. Je peux citer par exemple le Negro Succès. On a trouvé la section cuivre avec des saxophonistes comme Gaspi et Béamadouma Moro Maurice en 68. On a suivi. Vous arrêter aussi. Merci beaucoup. Ceux-là, ils avaient réussi parce qu'ils pouvaient créer. Mais nous, on avait fait venir des artistes interprètes qui ne sont pas créateurs. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui écrit pour eux, qui arrange pour eux. Ils viennent là, ils interprètent. C'est comme la section qui joue dans le Cassave. Ce n'est pas eux qui produisent les partitions. Ils viennent en studio, ils trouvent la partition bien ficelée. Ah, on va commencer au 35e mesure. Quand ça arrive, 35 mesures, ils arrêtent l'argent et puis ils partent. Mais s'il n'y a pas de partition, il ne fait rien. Même en Europe, c'est comme ça.
Mais avons, je sais que nous avons il y a encore pas de une... satisfaction, mais- Nous a- Projet de guitare de... Ah, non, 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 je n'ai pas abandonné. J'aime bien diversifier les couleurs. J'ai horreur de la monotonie. Si vous suivez bien l'évolution de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai joué, vous allez constater que chaque époque a une couleur particulière. Bon, peut-être que c'est une malformation que j'ai acquis aux Beaux-Arts. Hein. Parce que un de mes maîtres, paix à son âme, Julien Dambou, Douglas, il était un bon guitariste aussi. Hein. Bon pianiste aussi en même temps. La plupart des profs aux Beaux-Arts, c'est des musiciens. C'est des bons musiciens. Lui, il n'arrêtait pas de me dire que maintenant il faut toujours étudier. Toujours étudier. Quand on doit toujours étudier, ça veut dire qu'il ne faut pas être monotone. On vient t'écouter aujourd'hui. Tu donnes un certain accent. On revient demain pour t'écouter. Il faut surprendre ton auditoire. Tu ne dois pas refaire la même chose. Autrement, tu seras plus intéressant. C'est ça le métier d'art. C'est ça que j'ai appris dans le métier d'art. Peut-être que la chance que j'ai, que je suis plasticien, et aussi en même temps musicien. Donc ça m'a ouvert les horizons. Ouais. Merci beaucoup. Nous avons 3 dernières questions. Commencer par Monsieur Gabi. Oui, merci. La première, c'était juste ce que j'allais dire, que pendant que vous parliez de là où vous aviez joué ces derniers temps, je voulais ajouter que vous avez joué en Tanzanie il n'y a pas longtemps. Avec Non, ça n'a pas eu lieu. Ah, ça n'a pas eu lieu. Ouais, ça n'a pas eu lieu. Ok, d'accord. Et voilà, sorry. Et donc, ce que j'allais dire... Simplement parce que c'est moi qui devrais payer le billet, alors non. Ça n'a jamais existé dans ma carrière. Ça va. Et je voulais savoir, parce que quand on parlait de couleurs, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est devenu votre morceau là, où je ne sais pas, vous appelez ça un sauna où il n'y avait que la guitare. Ça sonne comment encore? En tout cas, c'est un morceau qui est juste votre voix et la guitare. Et c'est sorti sur disque? Justement, je ne sais pas, je pose la question, qu'est-ce que c'est devenu? Parce que c'était en projet, on en a parlé les années là, et puis là, j'entends plus parler de ça, je ne sais pas, je voulais juste voir où est-ce que vous en êtes. Alors, je ne sais pas, là vraiment c'est une bonne interpellation. En mon retour, je dois réinstaller mon lecteur mini-disque et me mettre à réécouter tout ce que j'ai fait en 1900, tout ça. Ça s'appelait une sauna, je crois, ou quelque chose comme ça, une sauna. Ah, d'accord. Je vais réécouter tout ce que j'ai. Puis bon, je te ferai signe. Oui, justement. Merci beaucoup. Nous passons le micro à Monsieur Bren. Bon, j'ai beaucoup à dire, mais je préfère qu'on en parle en aparté. D'accord. Et le constat que j'ai fait dans le secteur musique congolais, même à travers les provinces, il y a beaucoup de jeunes qui veulent bien faire de la musique. Alors, ils commencent par une formation, je pourrais dire, autodidacte, interpréter. Bon, parfois, l'interprétation n'aboutit pas à 100%, parce qu'ils n'ont pas de coach, ils ne sont pas guidés. Et souvent aussi, ils n'ont pas l'habitude de se documenter. J'ai travaillé avec beaucoup de musiciens, en commençant par des jeunes, de tout jeunes, et même ceux qui sont déjà sur scène depuis des années. Quand je leur apporte des morceaux des années 30 ou 40, 45, 50, ne connaissent pas. Ils sont surpris d'apprendre que ce morceau existe. Et le travail qu'on a fait avec Prof Yoka, donc quand j'étais encore à Wallonie-Bruxelles, c'était justement de commencer par la source, par le début de la rumba, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors, quand on apprend mal, on va aussi mal diffuser. Comme vous le savez, aujourd'hui, tout le monde devient maître, maestro.
On vous appelle aussi maestro. Non, j'aime pas. J'aime pas. Voilà. Non, donc, bon, vous êtes magicien. Oui, peut-être. Je manipule les notes. Voilà, donc c'est plus que ça. Et la crainte justement, c'est que on va continuer à diffuser des fausses techniques, des fausses informations musicales, avec beaucoup de risques de dénaturer notre musique. Vous êtes là en tant que formateur. Comment y remédier? Très, très, très bonne question, une question pertinente. Mais je suis sûr que le travail se fait déjà. Ça a commencé ici à l'INA, avec le festival Rumba Parade. Je crois qu'à la fin de chaque édition, il y a un fascicule ou bien un livre qui a été édité avec les partitions de nos standards de rumba, écrit en partition et le texte. Je pense que c'est déjà le départ, le point de départ de ce grand travail. Et puis il y a un frère aussi qui est à Londres, Coco Kalambai, qui a écrit un livre. L'intitulé de son livre, c'est quoi encore? La guitare, instrument roi de la rumba congolaise. Alors dans ce livre, il a repris des petits, comment dire, un petit CV de chaque guitariste. Il est allé à l'essentiel et puis il a relevé certaines partitions de guitare de chaque instrumentiste qu'il a inséré dans ce livre-là. C'est un bon outil, donc c'est un démarrage aussi. Et il y a Pichen Kambil aussi qui vient de sortir un livre il y a quelques jours là. Moi je l'ai déjà. Et dans ce livre-là, il a repris pas mal de titres. Et pour le groupe Zaiko, il a repris 2 titres. Zaiko Awa, qu'il a écrit en partition. Et puis il a même inséré la tablature pour les guitaristes. Dans le Seben que je joue, il a écrit ça. Il a transcrit ça en tablature et partition. Et puis Zina Zonga de Papa Wemba. Alors j'ai trouvé très intéressant le fait qu'il a retenu la chanson Zina Zonga de Papa Wemba. Pourquoi? Parce que c'est une chanson qui commence en sol. Non, pas en sol. Là, je raconte n'importe quoi. En do. C'est en boléro. Et puis après, on fait une modulation. On quitte le do et on va retrouver la quinte de cette gamme qui est sol. Et le refrain, c'est en sol. Et dans le refrain, c'est une rumba normale qui tourne. Et puis après, il y a un seben qui vient. Dans ce seben-là, il n'y a pas de beat. Le beat Masina Kauka, il n'y avait pas encore. Mais le seben était déjà là. Alors j'ai trouvé très intéressant qu'il ait pu mettre ça sur partition. Ça va aider la jeunesse qui arrive dans le métier de cerner la chose et puis de l'interpréter juste. Et revenons sur ce que vous avez épinglé tout à l'heure. C'est un peu comme dans les arts plastiques. Quand on ne voit pas bien, on interprète mal. Donc il faut bien voir pour dessiner juste. Et puis il faut mesurer aussi. Parce que quand on fait même un portrait, on mesure. Mais tu mesures avec les yeux. Je regarde par exemple le prof Gabi qui est en face de moi, je regarde. Je constate que le front, partant la base des cheveux jusqu'à la base des lunettes là, jusqu'à la bouche, c'est la même distance. Donc je n'ai qu'à tracer 2 lignes et puis une au milieu. Là, je sais que j'ai le front et puis j'ai la ligne de bouche. Je n'ai qu'à tracer le menton. Je ressors les yeux. Automatiquement, je vais reproduire son visage. Mais si je ne calcule pas, il n'y aura pas de ressemblance. C'est la même chose aussi avec la musique. Si on n'écoute pas bien, on est égaré. Donc il faut aiguiser aussi l'écoute.
avoir la capacité d'isoler les autres instruments, ne suivre que la ligne à relever. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est une capacité qui se cultive, donc il faut travailler pour atteindre ces niveaux. Tu n'écoutes que soit la guitare de Desho Mongala, Desho Mwamba. Tu n'écoutes que cette guitare-là. Tu écoutes, et tu prends tous les accents. C'est les accents qui sont plus importants. C'est comme aussi dans les arts plastiques, c'est l'attitude de la personne qu'il faut cerner. Tu prends l'attitude de la personne, ça te permettra de reproduire textuellement le sujet. Alors, dans la musique, c'est ces subtilités qu'il faut relever. Quand on loupe les subtilités, on est à côté. Merci beaucoup. Nous passons le micro à M. Onassis Mutombo, qui est journaliste. Et après lui, nous aurons une question bonus avant de clôturer, je pense. Merci beaucoup, M. Pépé Feli. Vous avez... C'est vrai que moi, je ne suis pas des années 30, 50, comme on l'a dit tout à l'heure là. Mais vous, c'est peut-être un petit témoignage. Vous avez marqué notre temps parce que pour moi, tous ceux que je rencontre qui s'appellent Feli, automatiquement, ils ont un nom que j'ajoute Pépé Feli. Même mon récent bailleur, il s'appelle Félicien, donc je l'appelle directement Pépé Feli. Donc vous nous avez marqué dans nos vies. Alors, moi ma question, aujourd'hui, la musique congolaise va de plus en plus pour valoriser le piano. Et le malheur aussi, c'est avec l'arrivée de l'Internet, actuellement d'ailleurs on parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous ne craignez pas la disparition de la guitare lead qu'on vous a connue ambiance, RACBN ou à l'heure de la rumba, on laisse beaucoup de place à la guitare pour nous emporter ou pour interpréter parfois certaines paroles, mais à guitare, est-ce que vous ne craignez pas cette disparition? Deuxièmement, dans cette vague, dans ce mouvement, est-ce qu'aujourd'hui Pépé Feli a des guitaristes qu'il considère comme des héritiers justement de sa création? Merci beaucoup. Avoir la crainte de la disparition de cette guitare, je ne pense pas. Je ne crains rien. Tout peut arriver, hein. Tout peut arriver. Bon, ça dépend de ce que nous-mêmes nous voulons. Surtout la jeunesse qui arrive dans le métier. C'est eux qui vont définir la prochaine orientation. S'ils se focalisent sur le synthé, alors ça sera le synthé dont la guitare va disparaître. Mais je pense que la guitare est facile à transporter n'importe où. Hein. Tandis que le synthé, c'est encombrant. Bon, et puis, il faut qu'il y ait de l'électricité. Tandis qu'une guitare acoustique, on peut la jouer. J'ai même vu une guitare acoustique là tout à l'heure. Ça sonnait bien, hein? Donc, et puis, il n'y a qu'à rajouter la voix, et puis une petite bouteille ou bien les claquements des doigts. On a une musique, hein? Donc, ça ne demande pas trop de choses. Moi, je pense que c'est question d'être raisonnable pour que la guitare ne disparaisse pas. Merci. Voilà. Nous avons une dernière question de M. Romain. Pardon, je vais rajouter je vous en prie, un autre truc. Hein, je vais rajouter un truc dessus. Les fils artistiques, oui, ils sont nombreux. Par exemple, le fameux guitariste Flam Kapaya, que j'avais encadré quand il jouait dans l'orchestre Retrouva de Bandal. Retrouva. Et puis, il y a qui encore? Il y a un japonais que j'avais encadré aussi, quand il faisait partie de l'orchestre Taz Bolingo. Vous voyez, certaines choses que j'ai fait, les gens ne le savent pas. Hein. Mais je vous le révèle aujourd'hui là. Donc j'ai formé déjà japonais quand il était dans Taz Junior. Taz Bolingo Junior. Hein. Il avait 12 ans. Il avait 12 ans. Il avait 12 ans. Je l'encadrais déjà. Merci beaucoup. Je passe le micro à M. Romain Lucilavana, qui est archiviste musical. Oui, merci, Pépé Feli. Moi, dans mes recherches chronologiques musicales, quand je vois Zaïko déjà en 1974, il départ
de Papa Wemba, Mavoela Bozi et Voluko Joker pour former l'orchestre Isifi Lokole. Et puis vous avez recruté Lengilenga Elengos et puis Liking Aredo. Elengos qui était fini de Touzeina Mopoi et Liking de l'Empire Bakuba. Mais ce que moi j'ai constaté, ce que j'ai remarqué quand je fais mes recherches, toutes les chansons composées par Elengos, vous n'avez pas joué. En commençant par Makoko, Nadi, Belinda, et il n'y a que Matima Pioso qui jouait, qui était le deuxième soliste des Aïko Langalanga. Avez-vous des conflits avec Lengilenga ou et la deuxième question encore, ça on se parle souvent avec vous téléphoniquement. Depuis que vous avez commencé Zego à 69, vous avez eu à composer tant de chansons au Célé Feli, Conseil, Moana Maï, toutes ces chansons qui ne sont pas sur le support vidéo, puisqu'on a commencé avec les tourne-disques vers les années, ça c'est l'histoire que le vieux Hermana, Hermana essaie un peu de relater. Aujourd'hui, les gens ne voient plus que les vidéos. On a des chansons que vous avez jouées, voire même des chansons que vous avez composées qui n'ont pas de vidéo. Quand vous prenez Obi en 79, il n'y a pas de vidéo. Quand vous prenez Lizib en 74, aux éditions Cover, il n'y a pas de vidéo. Et que pensez-vous, comme Rochero avait fait avec Général Dabira, de revoir un peu ces chansons-là à travers les images pour que les gens aient les vidéos. Merci. Romel Lucilavan, archiviste musical. Merci. Je commence par la deuxième question. La compilation de Seigneur Rochero Taboulay a vu le jour grâce à un promoteur, grâce à un producteur. Ça rejoint les 4 piliers que j'ai brossés tout à l'heure, que le prof Yoka avait brillamment exposé, qui va rejoindre aussi les droits d'auteur. Parce que ça ne sert à rien de produire tout ça si il n'y a pas de rétribution aux auteurs, aux personnes qui ont fait le travail, parce que c'est toute une chaîne. Donc il faut qu'il y ait déjà quelqu'un qui va mettre l'art dans l'art, et puis voilà, ça va se faire, et puis il y aura des vidéos, et puis il faut taper dans la chaîne, tout ça. Donc comment on est tout quoi sous l'industrie, donc sans industrie au Samati. Nayebi, na bandelio na deuxième question. Ce qu'on a zongi na côté Lengos. Les chansons de Lengos, simplement, tu vois, mon aîné Zéphirin Matima, je l'aimais beaucoup, mon grand. C'est lui qui m'a appris la musique pop, hein. Je ne connaissais pas la musique pop. C'est lui mon maître. Et j'ai été froissé une fois, il avait joué une chanson. Et malheureusement, la chanson était sortie sur disque. Hein. Malheureusement, il y a eu un concert où il était malade, donc il n'était pas venu. Et j'étais obligé d'interpréter la chanson. J'étais obligé de jouer. J'ai joué la chanson. Le lendemain, l'auteur-compositeur me ramène au studio pour aller recommencer une autre version. Par là, je veux simplement dire que quand ma team a commencé une chanson, je n'osais plus mettre mon nez dedans. Je ne sais pas si c'est clair. Un peu clair, hein? Mais justement, Lengi Leng a commencé les arrangements de ses chansons avec Matima. Qu'est-ce qu'on veut? Pour qu'il me ramène encore au studio, aller faire encore une autre version. Non. C'est pas mon rôle, rabaisser les autres. Non, c'est pas mon rôle. Je n'aime pas jouer ce rôle. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais peut-être, hein? Peut-être. C'est aussi son droit. Hein? Merci beaucoup. Nous avons fini avec les questions. Il nous reste 2 contributions. La première étant de M. Lokwa, qui est musicologue ici au Musée National. Et nous terminerons avec M. Herman Bangibayo, le président de la commission nationale, le premier vice-président, pardon, de la commission nationale chargée de la valorisation de la rumba. Voilà. Merci. Bon, en tout cas, je tiens d'abord à remercier l'orateur. Vraiment, parce qu'à partir de là où il a sensibilisé les musiciens sur nos musiques traditionnelles. Là, vraiment, je me suis senti comme s'il était un muséologue, comme moi. En tout cas, je tiens à lui remercier. Une autre contribution, on a parlé de 450 ethnies
Donc nous avons 450 musiques. C'est au-delà de ça. Prenons une ethnie. Dans la vie de l'homme, il y a, à la naissance, à la mort, il y a combien de circonstances? Chaque circonstance a une musique. Donc vous prenez 450, multiplié par autant de circonstances dans la vie de l'homme. Mais les musiciens ne s'inspirent pas de nos musiques traditionnelles. Nous avons des publications de musique traditionnelle qui sont vendues. Nous avons une boutique ici. Les CD sont là. Les musiciens ne s'inspirent pas de ça, comme le maître a dit. Donc s'ils s'inspirent de ça, qu'est-ce qu'on aura en dehors de la rumba? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accent. Ma contribution, je voulais compléter ce que les magiciens qui est au-dessus du maestro a dit. En 1960, lorsque les musiciens partaient à la table ronde, ils sont partis, un soliste, des accompagnateurs, il n'y avait pas de bassistes. C'est là où Brazos va jouer la basse. Mais tout ce qui est section cuivre, il n'y en avait pas. Nico complétait ça par la guitare. C'est ce que je voulais compléter, ce que les grands frères ont dit. Merci. Merci pour l'accent. Oui, merci beaucoup. Directrice, avant de vous donner le micro, je voudrais juste dire une petite chose en tant que nazongi na poso ya moi na muke ba années 80 à l'époque où on vous voyait à la télévision. Et je sais qu'avec nos frères, on était toujours étonnés d'une chose quand on vous voyait à la télévision. Aux alaki au CKT. Ce que vous beta guitare, vous allez donc au CKT aux cérémonies. Alors aujourd'hui, je suis agréablement surpris de voir que au CKT. Nazao bomba nselamino. Merci beaucoup, Monsieur Alain. C'est notre chef de service marketing de l'Institut des musées nationaux du Congo. Merci. Avant de clore, moi j'ai une petite demande. Parce qu'après, je vais passer le micro à celui que j'appelle mon cher Yaya Jean-Pierre Yalé pour donner 2 programmes. J'ai une petite demande. J'ai fait une guitare là. Il n'y a pas moyen de... Je ne sais pas si je vais jouer. Il y a une chanson que j'aimais bien. Ah, j'ai oublié. C'est qui a un titre en français. Je crois. Non. Non, j'ai oublié. Oh. Betaga, oui, oui, ya. Bon, c'est vieux, hein. Nabeta sebere moko. Merci. Oui, merci beaucoup. On va encore vraiment applaudir très très fort pour notre panéliste Ngamoro Naza, musicien Temenae Kolimingiawa. Merci infiniment, Pepe Feli Manouakou, le magicien de la guitare.
Alors, Monsieur Pépé Feli est là pour un moment. Nous vous annonçons déjà que dimanche prochain, 21 décembre, il va rester ici, dans cette salle, avec quelques invités. Donc, et il a un autre programme. Je vous demande de suivre auprès de M. Jean-Pierre Eyalé IKB ATL. J'ai oublié de remercier nos sponsors. Je sais qu'ils ne sont pas là, mais il y en a un qui est représenté ici, Maïcha Life. Merci infiniment. Merci Maïcha Life, Bras Congo, Canal+, et les autres B1 Antenne A. Vous savez que c'est un marathon qui a commencé hier par l'ouverture du musée de la Rumba, ex-résidence de Papa Wemba. Nous avons continué aujourd'hui ici avec les conférences. Mais vous voyez, hein, les gens n'aiment pas venir dans des conférences au Yégoula. Alors demain, nous serons au musée de l'échangeur, entrée gratuite avec plusieurs groupes. Rumba Gospel le matin avec David Pia qui est un agent IMNC, Madame Alia LSC, et ensuite il y aura l'équipe de Chemin de la Rumba qui ont gagné un trophée à Avignon, qui vont prester. Il y aura un ballet, j'ai oublié le nom, et puis il y aura Saint-Piroger, Viva la Musica, et on va clôturer avec Fabregas, le métis noir. Voilà, je passe la parole à Jean-Pierre Eyalé pour un mot. Ben, bon, Pepe yaki mingi pour le concept Montaki sur le podium. Yango naza ko négocier na directeur Yangumba, tout ça on a RTNC. Et vous allez me poser ma question, mais le concept on est public. Mutu agoya na question nae. Oh, il y a ça là à tout naïe, et puis qu'on permette à parler de rencontre naïe, denga badaka, zemba le bosso ya kofi yem ta accompagner naïe, denga badaki zaiko, denga trouver Nico, on va kutumbala le bosso na apprendre que hier pour la bête guitare il fallait mon concert mongo ya franco, ne peut ça aider. Donc mon et ça là bien pour tout naïe motuna mais aujourd'hui, il y a une musique nénine. Non, il y a un concert comme un Gembo et Franco. Il y a une idée. On a comme appelé la Franco. Donc, toute la question est, Troyo Canada, toujours à ta maman Gebi, avec le concours. Bon, on a début janvier, à Rosala na Ina, et pas à Zouranda, où il y a l'ingota la héros qui est na Ina, à Zakuna. À Rosala atelier, dans les étudiants, on a des guitaristes. Sur la place, il y a guitare, na rumba. Na moi, initiation, na ba gêne et tout. Mais comme vous allez à l'exapé Noël, na bonne année, awa, tout le monde a un déni ya pour ce qui s'abat. Merci à vous. Merci. J'ai pas dit merci à Lina, mais prof Michel, merci. Merci à toute l'équipe. Merci aux étudiants. Vous transmettez vraiment tous mes remerciements au comité directeur, le prof Chimungu, voilà. Et le prof Malouengo qui est notre rapporteur dans la commission nationale chargée de la valorisation de la rumba. Donc je vous remercie et on se revoit très bientôt. Merci aux panélistes. Du 12 au 14 décembre 2025, venez vivre le marathon de la rumba. 3 jours de festivités avec au programme des ateliers, des conférences, des masterclass, des expositions et des concerts divers à l'occasion du 4e anniversaire de l'inscription de la rumba sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le marathon de la rumba vous attend, venez nombreux. Du 12 au 14 décembre 2025, venez vivre le marathon de la rumba.
3 jours de festivités avec au programme des ateliers, des conférences, des masterclass, des expositions et des concerts divers à l'occasion du 4e anniversaire de l'inscription de la rumba sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le marathon de la rumba vous attend, venez nombreux.